Alors, avant de vous passer la parole, une autre respiration pour tout à l'heure que nous allons préparer. Nous avons imaginé, pour rendre le plus possible cette séquence interactive, effectivement, de nous appuyer sur un principe hautement démocratique qu'Étienne Chouard nous rappellera, peut-être développera un tout petit peu, même si ce n'est pas le cœur de son intervention, pour que 6 représentants de cette noble assemblée puissent venir ici échanger avec effectivement nos 6 intervenants. Là, il y a un pari, ce pari c'est celui de l'intelligence collective, que tout ce qu'on aimerait dire, eh bien, il est possible que d'autres personnes aient aussi envie de le dire et qu'ils le disent presque aussi bien que nous et parfois même encore mieux que nous. C'est un peu ça aussi le pari. Et puis il y a des principes démocratiques qu'on nous rappellera tout à l'heure. Donc 6 d'entre vous, volontaires bien sûr, viendront donc après toutes les interventions, dialoguer, poser des questions, dire ce qu'ils ont envie de dire, effectivement sur la scène, tout à l'heure, après les 5 interventions. Pour ce faire, vous avez des urnes, là, il y a 2 urnes ici et 2 urnes ici, qui vont circuler. Toutes les personnes volontaires pourront mettre un petit papier, normalement vous avez ça dans votre dossier, un petit papier avec le nom, bien sûr, et puis ensuite, eh bien, on demandera à Pierre, s'il accepte ce rôle délicat, de tirer au sort les 6 personnes qui viendront dialoguer sur la scène. Voilà, ça c'est pour une expérience de représentation démocratique sur la scène. Voilà, donc n'hésitez pas au fur et à mesure que l'urne circule de mettre vos noms, et puis vous avez donc des personnes dans les allées qui sont là pour vous aider si vous avez une question. Voilà, alors on va maintenant passer la parole à nos intervenants avec la consigne suivante. On demande à chaque intervenant de rester dans le timing maximum de 15 minutes. Si vous savez faire 10 minutes, c'est très bien, mais 15 minutes si vous en avez besoin. Au bout de 10 minutes, moi je m'agiterai, je ferai comme ça voudra dire, bon, voilà, aller vers la conclusion, même si c'est très intéressant. Donc 2 interventions dans l'ordre que Cyril a indiqué, que je vais rappeler. Et puis ensuite, après les 2 interventions, un forum, on appelait ça forum de proximité, où entre vous débattez effectivement sur ce qui a été présenté par nos experts. Voilà la consigne, et puis on fera ça une 2e fois, et puis après je vous donnerai d'autres consignes. Voilà, c'est à peu près flou pour tout le monde ? Ça va. Alors, si c'est flou, c'est que c'est bon. Voilà, je vous transmets le micro, donc je vous en prie, effectivement. Donc pour la partie économie locale, c'est ça le thème de votre intervention ? Comment ? Oui, très bien. Alors allez-y. Bonsoir. Quand je pense que vous représentez un tiers des gens qui sont venus ce soir, c'est impressionnant et c'est très satisfaisant pour Colibri, qui est un superbe mouvement. Et j'ai compris que Colibri, c'était un mouvement qui avait pour objectif de faire que les gens qui pensent qu'il faut que la société change à partir d'eux-mêmes se reconnaissent les uns les autres. C'est un peu ça, non ? Ben, ça commence à être visible, enfin depuis quelque temps déjà, mais de plus en plus. Alors, chez les colibris, il y a de la biodiversité. Et il y a des colibris que vous ne connaissez pas, parce que le vol du colibri pour traverser les océans, c'est pas toujours facile. Alors moi, je vais vous parler de colibris en Amérique du Nord. Et ils ont une autre particularité, c'est que c'est un mouvement qui a été initié et qui est animé par des femmes. Voilà, les Français sont évidemment toujours un petit peu en avance sur le reste du monde, mais il y a des trucs sur lesquels d'autres ont aussi avancé pas trop mal. Alors, je vais vous parler d'une race de colibris un peu particulière, qui sont des colibris entrepreneuses et entrepreneurs. Alors, j'ai leurs photos là. Je vais les regarder, ces entrepreneurs et entrepreneuses. Et puis, comme vous êtes extrêmement perceptifs, vous allez avoir dans votre cerveau leur image qui va s'imprégner. Vous allez voir, c'est très sympa. Alors, ce sont des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont une autre caractéristique, c'est qu'ils sont locaux. C'est-à-dire que leurs entreprises sont des entreprises dont les dirigeants, qui sont soit une famille, une personne ou une collectivité, quand il s'agit d'une coopérative, habitent et travaillent sur place.
Dans ce mouvement ne peuvent entrer que des entrepreneurs qui peuvent prouver qu'ils habitent là où ils travaillent, qu'ils travaillent là où ils vivent, et pour eux, c'est extrêmement important. Un autre élément important, c'est que, en fait, pour eux, le travail et l'entreprise, ce n'est qu'une manifestation de leur créativité et de leur valeur. Donc, en fait, c'est une extension, hein, comme on dit, que la bêche est l'extension de la main du paysan. Et bien, l'entreprise, c'est l'extension du cœur et de la tête et de l'énergie de l'entrepreneur. Et enfin, dernière caractéristique, c'est qu'ils pensent, et là, c'est pour ça que je pense que ce sont des colibris, ils pensent qu'ils vont, plutôt ils savent, qu'ils vont changer le monde. Et je vais vous dire comment tout à l'heure, quand je vous les aurai présentés. Et ils vont changer le monde à partir du terrain, c'est-à-dire à partir de leur boulangerie, à partir de leur garage, à partir de leur imprimerie. Ils vont changer la planète, et ça, ils le savent. Alors, la première personne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme, elle s'appelle Judy Wicks, et elle vit à Philadelphie, donc plutôt de notre côté des États-Unis. Et elle habitait dans une maison, au premier étage, et au rez-de-chaussée, elle a ouvert un café. Comme ça, elle pouvait vendre des sandwichs, des cafés, les gens prenaient, et ça lui permettait de vivre. Et puis, comme elle le faisait avec tant d'amour, eh bien, son entreprise a grandi. Alors, elle a poussé les murs dans les maisons à côté. C'était dans un vieux quartier à côté de l'université de Philadelphie, donc des vieilles maisons en briques, très jolies. Et aujourd'hui, ce restaurant, eh bien, il accueille 200, un peu plus de 200 personnes à chaque repas. Alors, Judy, elle a eu une idée un jour. Elle a regardé la télé. Ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Elle a regardé la télé, puis elle a vu que les porcs dont elle donnait des parties à manger aux gens qui venaient chez elle étaient élevés dans des conditions absolument inhumaines. Elle a dit, ça, je ne veux plus. Alors, elle est descendue au rez-de-chaussée, elle a dit au chef, bon, c'est fini, plus de porcs. Alors lui, il a fait une drôle de tête, parce qu'il s'est dit, d'accord, mais demain, qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Ils ne mangeaient pas que ça, hein, mais enfin, ça fait quand même partie de la diète américaine, et un peu française aussi. Et elle a dit, bon, ok, bon, on se donne un petit peu de temps et je vais chercher. Alors elle a trouvé un paysan qui élève des porcs, mais sans les traiter comme ça, il les laisse vivre dans la nature. C'est un révolutionnaire d'avant l'époque moderne, puisque c'est un Amish, comme vous connaissez peut-être. Ce sont des gens qui ont refusé un certain nombre d'éléments du progrès technique. Et ils sont révolutionnaires dans la mesure où aujourd'hui, ils sont probablement un peu leaders de ce qu'il faudra faire demain. Alors c'est intéressant, hein, une révolution pousse l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, est-ce que vous pourriez me vendre de la viande, etc. Elle a dit, oui, mais moi, je n'ai pas de camion. Et donc, il est à 70 km, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, elle s'est associée, elle est allée voir d'autres restaurateurs en disant, bon, et si vous aussi, vous donniez de la nourriture locale et saine à vos consommateurs, aux gens qui viennent chez vous, et est-ce qu'on ne pourrait pas s'associer? Ils sont associés, ils ont fait acheter un camion frigorifique pour faire les allers-retours, etc., ce qui était justifié par le fait qu'il y avait beaucoup de restaurants. Puis après ça, elles se sont dit, on fait ça pour la nourriture. Alors, ils ont fait le porc, les œufs, les légumes, etc., donc bio et local. Mais est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi pour autre chose? Alors, ils se sont dit, ben, il y a les vêtements, il y a des tas d'autres choses. Et aujourd'hui, le réseau de Philadelphie est un énorme réseau dans lequel il y a des centaines d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui, ensemble, ont décidé de changer l'économie de leur ville et de leur région. Et le deuxième entrepreneur s'appelle, ça ne vous surprendra pas, Sarah, une femme, Sarah Van Aken. Elle a une entreprise de mode. Et Sarah, au début, sa société s'appelle Sava. Et elle fait de la mode à Philadelphie. Et elle faisait ça avec des tissus qu'elle achetait en Turquie, qu'elle faisait envoyer au Bangladesh et qui revenaient aux États-Unis en avion. Et à un moment, elle s'est dit, mais c'est totalement
insupportable. Et elle a réussi à faire une chose qui est de relocaliser la totalité de la chaîne de production et de commercialisation donc de ces vêtements, des vêtements qu'elle fait. Alors, c'est pas encore, et ça ne sera jamais une multinationale, elle a réussi à créer 7 emplois. Elle a réduit le bilan carbone de la chaîne de production de 50%, et elle est en train de créer une filière régionale, de recréer une filière régionale dans le textile, en se disant, quand nous serons assez nombreux, nous pourrons peut-être éveiller l'ensemble du public au fait que notre industrie est la plus pollueuse qui existe, le textile. C'est une des industries qui pollue le plus. Alors c'est une toute petite boîte et qui a réussi, grâce à la solidarité locale, à faire progresser cette idée. Vraiment, c'est la goutte du colibri. Qu'est-ce que c'est que ça va à côté de l'industrie, de cette industrie? Alors, tu me diras, hein, parce que moi je parle aussi très longtemps. En fait, ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est, parce que peut-être que nos amis se demandent pourquoi on parle des États-Unis après tout, alors qu'on a plein de choses en France. Ce que j'aimerais que tu nous partages, c'est pourquoi, quelle ampleur a pris ce mouvement finalement, et quels sont les outils qu'ils ont développés qui auraient tendance à prouver ou à donner des éléments de réponse sur la nécessité de relocaliser l'économie. Ok. Je ne vous présenterai pas les autres ce soir, mais vous lirez mon bouquin, l'après Wall Street sera local, et puis on se reverra. Alors, le mouvement, aujourd'hui, il s'appelle BAL, Business Alliance for Living Local Economies, qui en français veut dire Alliance d'entreprises pour des économies locales vivantes. Il y a aujourd'hui 80 réseaux locaux dans des villes ou des comtés, donc c'est un peu plus grand que la ville, un territoire, 80 réseaux locaux d'entrepreneurs, 35 000 entreprises, 450 000 emplois dans cette petite association d'entrepreneurs. Il y a là-dedans des petites boîtes et puis des grosses boîtes. Alors, je vais vous dire les 6 choses qui sont importantes pour eux. L'endroit où l'on est importe, le lieu, le territoire. Le deuxième élément, c'est la propriété est importante. Qui est propriétaire ? Et si le propriétaire est local, il aura un intérêt pour le local. Si le propriétaire, ce sont les employés, la coopérative sera vraiment également bien solidaire de son territoire. Le troisième élément, c'est que la nature importe. Si on fait quelque chose qui détruit la nature, on détruit notre environnement et les conditions de notre vie. Le quatrième élément, c'est l'égalité des chances importe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les plus valides et les plus doués ou les plus rapides ou les plus éduqués qui doivent avoir du boulot. C'est véritablement, l'économie est au service de la société. Le cinquième élément, c'est que pour savoir ce qui importe, il faut être capable de le mesurer et que le PIB n'est pas la solution. Et enfin, le plus important, c'est la qualité des relations. Alors, pourquoi c'est important ? Je vais vous le dire très vite avec un petit dessin. Voilà, je voulais un billet de 100 $, mais je n'en ai pas trouvé, alors j'ai pris un billet de 100 €. Un billet de 100 €, si moi j'achète chez mon voisin paysan, alors je lui donne le billet, voilà, donc Jacques a 100 €, et en fait, toutes les études faites par les universités pour ce réseau ont montré que sur les 100 €, il y en a 70 qui vont rester là parce que lui, il va refaire circuler ces 70 € localement. Voilà. Et à chaque fois, donc, il y a 70% de l'argent qu'on dépense dans un commerce ou dans une entreprise ou chez un agriculteur local qui va rester localement. Alors, on va faire dans un autre sens. Maintenant, imaginons que tu as changé d'activité et que tu es maintenant une multinationale du commerce avec une succursale ici, et donc je t'achète pour 100 $ ou 100 €. Eh bien, en réalité, il n'y a que 10, 15 à 20% selon les activités qui vont rester dans l'économie locale. Le reste, ça va partir dans les systèmes totalement hors sol de la finance internationale. Et puis dans toute l'organisation logistique de son groupe multinational. Donc, ça veut dire que ce n'est pas que de l'idée, c'est de la réalité concrète. Quand vous achetez là-bas, ça c'est les chiffres chez eux. Chez nous, on n'a pas encore les études, mais on les aura. Si j'achète chez mon paysan local ou chez un artisan ou n'importe qui localement,
70% de l'argent reste sur le territoire, ça crée 3 fois plus d'emplois et également il y a 3 fois plus d'argent qui reste et qui va dans les associations, dans les impôts locaux, etc. Donc ça c'est juste un symbole, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas de l'idéologie, c'est de la vie quotidienne. Si j'achète chez mon voisin achètera chez moi, je crée des emplois localement et voilà un petit peu toute l'idée qui est derrière ça. Et je termine, j'ai encore 1 minute ou c'est fini? Ouais. Ok. Je vais vous dire aussi pourquoi ce sont des colibris, parce que leur vision, ce qu'ils appellent vision, eux, c'est vraiment le projet à long terme. Je vous le lis en français. Notre vision à nous, réseau BAL, qui est en train de grandir là-bas, est de créer en une génération, les générations sont de plus en plus courtes, donc ça fait quand même pas très longtemps, un réseau mondial d'économie locale interconnectés, coopérant avec la nature pour favoriser l'accès à une vie saine, prospère et joyeuse pour tous et partout. Une restauratrice de Philadelphie, 10 ans après, des milliers d'entreprises, et leur projet, c'est de dire ce que nous faisons chez nous, les autres peuvent le faire aussi ailleurs. On ne va évidemment pas leur dire comment c'est à eux de le faire, mais nous sommes tous solidaires et notre activité d'entrepreneur est une activité qui va nous aider à le faire. Et puis je termine là où je donne 2 idées importantes. Vas-y. Alors. On parle de localisation et pas de relocalisation. Pourquoi? Parce que la relocalisation, c'est un tout petit machin. Si on relocalise, si on ramène une entreprise ici, elle va revenir, on ne peut pas l'obliger, mais elle va revenir si elle est capable de robotiser un maximum pour éviter à payer les emplois qui sont plus chers chez nous. Donc c'est une bonne chose, mais ça ne résoudra pas sûrement le problème de l'emploi. Localiser, c'est pas faire revenir du travail chez nous, c'est étudier quels sont nos besoins, ce que nous consommons, ce dont nous avons besoin en termes de nourriture, d'éducation, etc. Et nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est capable de fournir ce service chez nous, ici, aujourd'hui ou demain? Et s'il y a une opportunité, ce qu'ils appellent la substitution à l'importation, eh bien on va aider quelqu'un à créer cette entreprise, à créer cette école, à créer cette ferme, pour que demain les gens d'ici mangent avec des produits ou avec des services qui sont produits par leurs voisins. C'est donc reconstruire l'économie à partir de nous-mêmes. Et ce n'est pas donner de l'argent à des grandes entreprises pour qu'elles ramènent une filiale ici, c'est nous donner à nous notre argent pour mieux travailler et mieux vivre ensemble. Voilà, c'est ça qui est important, reconstruire les économies locales de l'intérieur et le faire de façon solidaire. Et la démonstration voulait aussi montrer le fait que dans notre culture, l'entrepreneur n'a rien à voir avec le bien commun. Lui, il fait son business et il est suspect. Dans leur culture, c'est évidemment différent, puisqu'on est tous employeurs potentiels. Et ce que chez nous, la collectivité supporte ou les associations, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'y associer aussi les milliers de TPE et de PME locales qui en fait sont constitués de citoyens comme nous. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Je te propose maintenant, Jacques, de prendre la relève sur le mode de... Finalement, tu as commis un livre pour prétendre que l'agriculture biologique pouvait nourrir l'humanité. Donc, raconte-nous un peu ça pour voir. Alors, en fait, je vais peut-être pas commencer directement par le fait de nourrir l'humanité, parce que je voudrais juste rappeler que l'agriculture, c'est une agriculture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout autant culturel que technique. Et finalement, depuis toujours, enfin depuis son invention il y a 10 000 ans, l'agriculture, c'est une façon dont une société s'inscrit dans un territoire. Et ça, c'est ce que l'agriculture dite conventionnelle, c'est-à-dire celle qui fait convention aujourd'hui, a complètement oublié. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est en fait hors sol. Quand un éleveur laitier de ma région, la Bretagne, qui est une très belle région, mais malheureusement sur le plan agricole, qui est parti dans des directions un petit peu problématiques, un éleveur de vaches laitières autour de chez moi va avoir 40 hectares de maïs. Et puis, pour pouvoir nourrir ses vaches, il va utiliser son maïs. Mais comme ce n'est pas équilibré, il va importer l'équivalent de 40 hectares de soja qui est cultivé au Brésil.
Donc ces vaches-là, en fait, elles sont déjà à moitié hors sol en réalité. La moitié de leur nourriture vient du Brésil en l'occurrence. En plus, il est généralement OGM, et en plus, il a conduit à mettre énormément d'anciens salariés agricoles au chômage. Et c'est eux qui aujourd'hui meurent de faim dans les favelas. Donc, l'agriculture conventionnelle aujourd'hui, elle est dans une logique qui a oublié le territoire. Et c'est quelque chose de fondamental parce que lorsque les fondateurs de l'agriculture biologique, notamment Pfeiffer, parce qu'on cite toujours Steiner, mais celui qui a vraiment développé les intuitions de Steiner, c'est Ehrenfried Pfeiffer, qui a écrit en 1937 un livre qui s'appelle Fécondité de la Terre. Et tout est déjà dedans, c'est impressionnant. Et en particulier, il développe bien l'idée, qui a été également découverte en son temps par Pierre Rabhi, avec ce qu'il a appelé l'agroécologie, c'est-à-dire que un système agricole, c'est un lien entre un écosystème, un agrosystème et des humains. Et les trois sont absolument fondamentaux. On ne peut pas parler d'agriculture si on n'a pas un écosystème, si on n'a pas un territoire. Et là, je rejoins la notion de localisation. Consommer local, c'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est pas seulement pour stimuler l'économie locale, même si c'est utile aussi. C'est certainement pas du chauvinisme. C'est simplement parce que l'agriculture est liée à un territoire. Et que si on oublie ce lien au territoire, il n'y a plus d'agriculture. Et en particulier, l'écosystème, le point de départ, c'est déjà le sol. Donc arrêtons de détruire le sol et recréons la vie dans le sol. Et puis les haies, les points d'eau, l'ensemble de l'écosystème, évidemment, qui est assez large. Mais bien sûr, il y a les plantes cultivées et les animaux domestiques. Ça, je pense que quand on parle d'agriculture, on y pense. Et puis, il y a les humains. Et les humains, c'est fondamental, parce qu'ils apportent, évidemment, leur force de travail, quand on veut encore bien d'eux. Ils apportent leur savoir, et j'insiste vraiment sur la notion de savoir. On parle souvent de savoir-faire. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me gêne, parce que ça a un côté dépréciatif, empirique, etc. Non, on est bien dans un savoir, c'est-à-dire un savoir qui est construit. C'est pas parce qu'il n'est pas écrit et qu'il est oral que c'est pas un savoir construit. C'est pas parce que les expérimentations sont menées par des groupes de paysans ruraux et illettrés que c'est pas pour autant des expérimentations. Il n'y a pas que l'INRA qui sait expérimenter. Croire que les paysans n'expérimentent pas, c'est avoir une bien singulière idée du travail d'un paysan. Bien sûr qu'ils expérimentent de façon scientifique, en comparant des résultats, etc. Et donc, évidemment, les paysans, ils amènent leur savoir, mais la société amène ses besoins et ses envies qui sont subjectives. Il n'y a pas de raison de considérer que dans un territoire donné, il y aurait un déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme biologique. C'est pour ça que j'insiste sur l'humain. Une agriculture n'est pas liée que à la physique du territoire. Elle est liée aussi à la société qui vit dessus. Elle est subjective, une agriculture. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre pourquoi nourrir le monde, ce n'est pas une question de volume agricole produit en moyenne planétaire. Indépendamment du fait qu'aujourd'hui, le volume agricole produit à l'échelle planétaire, il est très largement suffisant pour nourrir tout le monde. Si on ne nourrit pas tout le monde aujourd'hui, c'est parce qu'il y a énormément de pertes, et c'est aussi parce qu'il y a énormément d'aliments qui sont détournés pour nourrir du bétail industriel hors sol, et nous permettre de manger de la viande dégueulasse, j'ose le dire, ou en tout cas, sur le plan éthique, pas acceptable par rapport à la manière dont les animaux sont élevés, et bien trop de viande et bien trop de lait par rapport à ce dont on a besoin. Et donc, en réalité, la meilleure façon de résoudre les problèmes alimentaires, puisque c'est quand même une préoccupation légitime de se dire comment faire pour que tout le monde ait à manger, c'est d'abord de réarticuler des solutions à l'échelle de chaque territoire. Et ça, heureusement, il y a plein de gens qui le font. L'agriculture biologique ou l'agroécologie en Europe, mais également énormément d'initiatives, généralement d'ailleurs sous le terme d'organique agriculture, donc d'agriculture biologique ou d'agroécologie ailleurs dans le monde. Et en particulier, pour répondre à la question comment on fait pour nourrir le monde, nourrir bientôt 9 ou 10 milliards d'humains en bio, c'est pas compliqué, c'est en revenant de l'agronomie élémentaire. C'est-à-dire qu'une monoculture de variétés standards sélectionnées pour être toutes les mêmes et avoir les mêmes performances dans tous les milieux à travers le monde, c'est un système qui en réalité n'est pas du tout performant. Ce qui est le plus performant d'un point de vue agronomique, ce sont les associations de cultures, et notamment avec les arbres. Arbres, arbustes, cultures annuelles donc, et cultures pérennes mélangées, et des cultures qui ont des besoins alimentaires différents, des besoins en termes d'éléments du sol différents, et certaines vont même pouvoir enrichir le sol.
Les arbres sont capables d'aller chercher des éléments nutritifs dans la roche-mère et de les restituer à l'ensemble du sol, etc. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc, aujourd'hui, les solutions techniques qui permettent de multiplier par 2 les rendements parfois dans certaines régions, elles ne passent absolument pas par la chimie. Je vais vous donner juste un exemple très simple. Prenez l'archétype de la monoculture, ce que j'appelle la monoculture clonale, puisque en l'occurrence c'est tous des clones, c'est-à-dire qu'ils sont tous génétiquement identiques dans un champ, c'est le blé. L'archétype de la monoculture clonale chimique, c'est le blé. Vous avez à peu près, dans les meilleures conditions, et de moins en moins, on peut arriver à avoir 100 quintaux de rendement sur une année en blé. Ça veut dire 10 tonnes de matière consommable. Prenons maintenant un exemple, pour rester en Europe, l'exemple en Europe qui se rapproche le plus d'un système de cultures associées, c'est du maraîchage diversifié tel qu'il est fait par des paysans bio qui vont vendre sur le marché avec plusieurs dizaines d'espèces végétales différentes. Vous savez combien ils obtiennent de rendement ? Entre 30, 40, 50, voire 70 tonnes par hectare. Alors même si on ramène à la matière sèche, parce que c'est plus humide que le blé, c'est en gros 1,5 fois 2 fois plus de rendement avec du maraîchage diversifié qu'avec du blé conventionnel bourré de chimie. Donc la monoculture clonale, ça n'est pas le système qui permet les meilleurs rendements. Donc voilà, on a les solutions. Après, les questions qui se posent concrètement par rapport à une fois qu'on n'a plus peur de ces questions-là, eh bien, c'est la question de base et pour laquelle l'agriculture est très intéressante, je trouve, c'est de savoir comment on fait pour passer du monde tel qu'il est au monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Souvent, on a des utopistes. On va dire « Ah oui, mais votre truc, ça ne peut pas marcher, c'est de l'utopie. » Alors certains répondent « Ah oui, mais moi je vais être pragmatique, je vais tenir compte des conditions actuelles, etc. » Ce qui est très intéressant dans les gens qui passent en agriculture bio, moi je préfère parler d'agriculture bio parce que le mot d'agroécologie, malheureusement aujourd'hui, est en train d'être récupéré dans des sens très flous. Mais bon, ce dont je parle, c'est exactement ce que Pierre Rabhi appelle agroécologie. C'est-à-dire l'agriculture bio des fondateurs. Quand on passe en agriculture bio, forcément on part d'une ferme telle qu'elle est aujourd'hui. Un paysan tel qu'il est aujourd'hui, en conventionnel, généralement utilisant de la chimie, plus ou moins, mécanisée, etc. Et il a le projet ensuite de passer en agriculture bio et d'aller le plus loin possible. Et donc on a vraiment une transition très concrète vers le monde, partant du monde tel qu'il est, allant vers le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Et je peux vous garantir que ça marche. Il ne faut vraiment pas s'imaginer que ce monde-là est inaccessible. Ça marche très bien. Alors derrière ces questions-là, pour que ça puisse marcher malgré tout, il y a quelque chose qui est très important. C'est qu'il faut d'abord être convaincu que ça peut marcher. Parce qu'évidemment, si on dit « Ah oui, mais c'est une niche pour les riches, etc. », c'est évident qu'on ne va pas se donner les moyens de permettre à plus de paysans d'évoluer. Et puis, si on ne redonne pas aux paysans, c'est-à-dire aux humains, leur place dans l'agroécosystème, on ne peut pas y arriver non plus. Et ça, c'est un des gros problèmes aujourd'hui de certaines fermes qui font finalement du conventionnel sans chimie. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les produits chimiques, mais en réalité, ils utilisent des variétés qui sont sélectionnées pour le conventionnel. Ils continuent à les cultiver selon les techniques du conventionnel pour l'essentiel. Et parfois, avec de la main-d'œuvre exploitée, je pense à certaines fermes en Espagne, etc. Donc ce système-là, bien sûr, il n'est pas viable. Ça peut être une étape éventuellement, mais il n'est pas viable, il faut aller beaucoup plus loin. Et de ce point de vue-là, j'insisterai sur un exemple, je fais le lien entre l'humain et le végétal, sur l'exemple des semences. Vous savez peut-être qu'il y a eu des lois récemment qui ont conduit à rendre l'accès des paysans aux semences encore plus difficile, et c'était déjà pas triste. Et aujourd'hui, si on veut redonner à l'agriculture sa capacité d'évolution, sa capacité de créativité, on a besoin de semences diverses. Et là encore, c'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont meilleures, simplement que les semences anciennes sont plus évolutives que les semences standards aujourd'hui qui n'ont plus de capacité d'évolution parce qu'elles sont complètement normées. Donc, quand vous achetez des semences anciennes, il ne faut pas tomber dans une logique patrimoniale. Voilà, l'archétype, la semence ancienne, c'est beau. Oui, sans doute. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle peut évoluer. Et que les paysans, à partir d'un pool varié de semences anciennes et de semences modernes qui ont évolué, parce qu'il y en a aussi, peuvent réadapter leurs techniques à leur territoire. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et là, il y a des actions à la fois, typiquement, il y a des actions législatives à mener, et puis il y a des actions concrètes d'êtres humains. Et puis, je vais juste conclure. Tu as encore 3 minutes. D'accord. Je conclue sur une action que vous, citoyens et citadins probablement, je pense que la plupart d'entre vous sont citadins ce soir, pouvez faire sans aucun problème
enfin sans aucun problème, j'exagère peut-être un petit peu, pouvez faire, à condition qu'on crée les moyens, c'est de pratiquer vous-même l'agriculture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'attendre que des paysans évoluent, il s'agit aussi de reprendre en main l'acte agricole, de vous relier à la terre et au territoire, de vous relier aux saisons. Quelqu'un a parlé de mandarines. Ça va, les mandarines, c'est de saison. Alors ça vient d'un peu loin, c'est vrai, mais bon, le chocolat, les mandarines, il y a des trucs qui doivent quand même voyager un peu. Hein. Depuis l'Antiquité, on a des produits agricoles qui voyagent, ça. Depuis la préhistoire même. Toute la question est de savoir quelle énergie ils consomment pour voyager. Mais donc, vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez offrir des produits alimentaires comme font les incroyables comestibles, etc. Et là, il y a vraiment un enjeu citoyen très concret qui peut concerner tout le monde, de réintégrer l'agriculture dans la ville. Voilà. Je vous remercie. Merci Jacques.